Chapitre 18. J'émergeais d'un profond sommeil réparateur et la première chose que j'ai vue était le visage du docteur Nolan qui flottait devant mes yeux en répétant « Esther, Esther ». Je me suis frotté les yeux d'une main maladroite. Derrière le docteur Nolan, je distinguais une femme qui portait une robe chiffonnée à carreaux noirs et blancs et qui était affalée sur une couchette, comme si on l'avait laissée tomber d'une hauteur considérable. Avant que je ne puisse enregistrer quoi que ce soit d'autre, le docteur Nolan m'a conduite dehors sous le ciel bleu, à l'air frais. J'étais vidé de toute chaleur et de toute peur. Je me sentais étrangement en paix. La cloche de verre était suspendue au-dessus de ma tête. J'étais la proie du souffle d'air. C'était bien comme je te l'avais dit, n'est-ce pas? A déclaré le docteur Nolan pendant que nous regagnions Belsize à travers les feuilles mortes. Oui. Eh bien ce sera toujours comme ça, a-t-elle décrété avec autorité. Tu recevras des électrochocs 3 fois par semaine, mardi, jeudi et samedi. J'ai avalé une grande gorgée d'air. Pendant combien de temps? Cela dépend. De toi et de moi. J'ai pris le couteau d'argent et j'ai découpé la coquille de mon œuf. Puis j'ai posé le couteau et je l'ai examiné. J'essayais de me souvenir pourquoi j'avais été fasciné par les couteaux, mais mon attention traversait les mailles du filet et s'envolait comme un oiseau. Joanne et Didi étaient assises côte à côte sur le banc du piano et Didi montrait à Joanne comment jouer l'accompagnement de Chopsticks, pendant qu'elle jouait la mélodie. Je trouvais ça triste que Joanne soit tellement chevaline avec ses grandes dents et ses yeux comme des galets gris. Elle ne pouvait même pas conserver un garçon comme Buddy Willard. Le mari de Didi, lui, vivait manifestement chez une maîtresse quelconque, ce qui la rendait amère comme une vieille chatte gâteuse. « J'ai une lettre » chantonnait Joanne en passant sa tête ébouriffée par ma porte. « Tant mieux pour toi. » Et j'ai gardé les yeux baissés sur mon livre. Depuis la fin des électrochocs après la 5e séance, j'avais le droit d'aller en ville. Joanne me tournait autour comme une abeille asthmatique, comme si la douceur de ma guérison était quelque chose qu'elle pouvait aspirer grâce à ma seule fréquentation. Il lui avait retiré ses livres de physique, ses carnets à spirale bourrés de notes qui encombraient la chambre et les sorties lui avaient été supprimées. Tu ne veux pas savoir de qui c'est? Joanne était entrée dans ma chambre et s'était assise sur mon lit. J'avais envie de lui dire de ficher le camp, mais je n'osais pas. Vas-y. J'ai marqué la page avec mon doigt et j'ai refermé le livre. De qui est-ce? Joanne a sorti une enveloppe bleu pâle de sa poche et me l'a agitée sous le nez pour me taquiner. Ça alors, quelle coïncidence, ai-je répondu. Comment ça, quelle coïncidence? Je suis allé jusqu'à mon bureau et j'ai ramassé une enveloppe bleu pâle que j'ai agitée devant Joanne comme un mouchoir pour des adieux. Moi aussi j'ai une lettre. Je me demande si c'est la même. Il va mieux, a dit Joanne. Il est sorti de l'hôpital. Il y eut un moment de silence. Tu vas l'épouser? Non, ai-je répondu. Et toi? De toute façon, je ne l'aimais pas beaucoup. Joanne souriait évasivement. Ah? Non, c'était sa famille que j'aimais. Tu veux dire Monsieur et Madame Willard? C'est ça. La voix de Joanne me descendait le long de l'épine dorsale comme un rêve. Je les adorais, ils étaient tellement gentils. Rien à voir avec mes parents. J'allais tout le temps les voir, jusqu'à ce que tu viennes. Je suis désolé. Et j'ai ajouté.
Pourquoi n'as-tu pas continué à les voir puisque tu les aimais tellement? Oh, c'était impossible. Pas si tu sortais avec Buddy. Ça aurait eu l'air, je ne sais pas moi, bizarre. J'y ai réfléchi un instant. Tu as peut-être raison. Est-ce que... Johan hésitait. Tu vas le laisser venir? Je n'en sais rien. J'avais d'abord pensé que ce serait épouvantable que Buddy vienne me rendre visite à l'asile. Il ne viendrait sans doute que pour faire des gorges chaudes et se taper dans le dos avec d'autres docteurs. Puis, il m'a semblé que ce serait une étape. Je le situerai, je le renierai. Bien que je n'ai personne d'autre, je lui dirai qu'il n'y avait pas de traducteur simultané. Personne. Mais je lui dirai que lui non plus, il ne m'intéressait plus. Et toi, Joanne? Oui, a soufflé Joanne. Peut-être qu'il viendra avec sa mère. Je vais lui demander d'amener sa mère. Sa mère? J'aime Madame Willard. Joanne faisait la moue. Madame Willard est une femme merveilleuse. Merveilleuse. Elle a été comme une mère pour moi. Je revoyais Madame Willard avec ses vêtements thermoélectriques, ses chaussures orthopédiques et ses maximes raisonnables et maternelles. Monsieur Willard était son petit garçon. Il avait la voix haute et claire, comme celle d'un petit garçon. Joanne et Madame Willard. Joanne et Madame Willard. Ce matin-là, j'avais frappé à la porte de Didi. Je voulais lui emprunter quelques partitions. J'ai attendu quelques instants, puis n'entendant pas de réponse, et pensant que peut-être Didi était sorti et que je pourrais ramasser les partitions sur son bureau, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Même à Belsize, les portes avaient des serrures, mais les malades ne disposaient pas de clés. Une porte fermée signifiait qu'on voulait rester seul, et elle était respectée autant qu'une porte verrouillée. On frappait, frappait encore, et puis on s'en allait. Je me souvenais de ça, debout dans la pièce obscure qui sentait le musc. Après la lumière éblouissante du couloir, je ne voyais presque rien. Mais en m'habituant à l'obscurité, j'ai distingué une forme qui se levait du lit. Quelqu'un s'est mis à ricaner bêtement à voix basse. La forme se recoiffait et deux yeux comme des galets m'ont dévisagé dans la pénombre. Didi était vautré sur ses oreillers, les jambes nues sous sa robe de chambre de laine verte. Elle me regardait avec un petit air moqueur. Elle tenait une cigarette entre les doigts de sa main droite. Je ne voulais... Je sais, la musique, a dit Didi. Salut Esther, a fait Johan de sa voix rauque qui m'a donné envie de vomir. Attends-moi, je t'accompagne. Maintenant, Johan me disait avec le plus grand sérieux. Je n'ai jamais vraiment aimé Buddy Willard. Il croyait tout savoir. Il croyait tout savoir sur les femmes. Je regardais Johan. Malgré mon irritation épidermique, malgré ma vieille antipathie profondément enracinée, Johan me fascinait. C'était comme si j'observais un martien ou un crapaud particulièrement dégoûtant. Elle ne pensait pas comme moi. Elle ne ressentait pas les mêmes choses. Mais nous étions assez proches pour que ses pensées et ses sentiments soient comme une image déformée et en négatif des miens. Parfois je me demandais si je n'avais pas inventé Joanne. D'autres fois je me demandais si elle allait continuer à apparaître à chaque crise de ma vie pour me rappeler ce que j'avais été, ce que j'avais traversé, et si elle allait continuer à me balader sous le nez ses propres problèmes personnels qui ressemblaient aux miens. Je ne comprends pas ce que les femmes peuvent trouver d'attirant chez d'autres femmes, avais-je déclaré au docteur Nolan lors de notre entretien de la matinée. Que trouve une femme chez une autre femme qu'elle ne trouve pas chez un homme? Le docteur Nolan s'était tu, puis avait répondu. La tendresse.
Ça m'en avait bouché un coin. Je t'aime bien, me disait Joanne. Je te préfère à Buddy. Et alors qu'elle s'étirait sur mon lit en souriant stupidement, je me suis rappelé un petit scandale qui s'était produit dans notre dortoir au collège. Deux filles avaient commencé à se voir trop souvent. C'était une quatrième année, une grosse fille avec une poitrine de matrone, avenante comme une grand-mère, pieuse comme une bigote, et une grande godiche en première année, dont on racontait souvent que ces rencontres d'un soir trouvaient toutes sortes de moyens ingénieux pour s'en débarrasser au plus tôt. Elles étaient toujours ensemble et un jour, quelqu'un les avait surprises en train de s'embrasser dans la chambre de la grosse fille. Du moins, c'est ce que disait l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Avais-je demandé. Chaque fois que je pensais à des hommes ou à des femmes ensemble, je n'arrivais jamais à m'imaginer clairement ce qu'il ou elle pouvait bien faire. Oh, avait affirmé l'espionne. Milly était assise sur une chaise et elle caressait les cheveux de Théodora qui était couchée sur le lit. J'étais désorienté. Je m'attendais à des révélations diaboliques. Je me demandais si les femmes ne pouvaient que rester couchées ensemble pour se caresser. Bien entendu, la célèbre poétesse de mon collège vivait avec une autre femme, une vieille diplômée des lettres classiques, trapue, les cheveux coupés à la Jeanne d'Arc. Quand j'avais dit à la poétesse que je pourrais bien me marier un jour et avoir des enfants, elle m'avait regardé avec horreur. « Mais que vas-tu faire de ta carrière ?» s'était-elle écriée. J'avais la migraine. Pourquoi attirais-je les vieilles bonnes femmes perverties? Il y avait cette poétesse, Philomena Guinea, Jaycee, la dame du Christian Scientist, et je ne sais qui d'autre encore. Elles voulaient toutes m'adopter d'une façon ou d'une autre, et pour prix de leurs bons soins et de leur influence, elles voulaient faire de moi une des leurs. Je t'aime. Pas de chance, Joanne, ai-je répondu en ramassant mon livre. Je ne t'aime pas. Et si tu veux vraiment savoir, tu me donnes envie de vomir. Et j'étais sorti de la pièce. Joanne restait couchée sur mon lit, vautrée comme un vieux cheval. J'attendais le docteur et je me demandais si je n'aurais pas mieux fait de ficher le camp. Je savais que ce que j'allais faire était illégal, du moins dans le Massachusetts, parce que cet État est bourré jusqu'à la gueule de catholiques. Mais le docteur Nolan m'avait dit que ce médecin était un de ses amis, et un homme avisé. Vous avez rendez-vous pour quoi exactement? Désirait savoir la réceptionniste, alerte dans son uniforme blanc, en tapotant mon nom sur son bloc-notes. Comment pour quoi? Je pensais que le docteur seul m'interrogerait à ce sujet. La salle d'attente était pleine d'autres clients qui attendaient d'autres médecins, la plupart des femmes enceintes ou avec des bébés, et je sentais leurs regards scruter mon ventre plat et vierge. La réceptionniste m'a jeté un coup d'œil et j'ai rougi. Contraception, n'est-ce pas? Avait-elle dit gentiment. Je voulais simplement vérifier, pour savoir quels honoraires je dois vous compter. Vous êtes étudiante? Oui. Alors ce sera demi-tarif, 5 dollars au lieu de 10. Je vous envoie la facture? J'allais donner mon adresse, car j'allais probablement être de retour à la maison quand arriverait la facture. Mais je me suis imaginé ma mère ouvrant la facture et découvrant ce qu'elle cachait. La seule autre adresse que j'avais était le numéro anonyme de la boîte postale qu'employaient les gens qui ne voulaient pas que l'on sache qu'ils étaient dans un asile. Mais j'ai pensé que la réceptionniste connaissait peut-être le numéro. Alors j'ai simplement dit « Autant payer tout de suite » et j'ai sorti 5 dollars de mon sac. Ces 5 dollars faisaient partie de ce que Philomena Guinea m'avait envoyé comme cadeau de convalescence.
Je me demandais ce qu'elle penserait si elle savait à quoi j'employais mon argent. Qu'elle le sache ou non, Philomena Guinea m'offrait la liberté. Ce qui m'horrifie le plus, c'est l'idée de dépendre totalement d'un homme, avais-je dit au docteur Nolan. Un homme ne s'en fait pas le moins du monde, alors que moi, pour rester dans le droit chemin, j'ai un bébé suspendu au-dessus de la tête, comme une épée de Damoclès. Est-ce que ce serait différent si tu n'avais plus à te soucier d'un éventuel bébé? Oui, avais-je répondu. Mais... Et je lui avais raconté l'histoire de cette avocate mariée et de la Ligue pour la défense de la chasteté. Le docteur Nolan a attendu que j'aie fini, puis elle a éclaté de rire. Propagande, s'est-elle écriée, et elle m'a gribouillé le nom et l'adresse de ce docteur sur son bloc d'ordonnance. Je feuilletai nerveusement un numéro de Bébé parle. Les gros visages luisants des bébés rayonnaient à chaque page. Des bébés chauves, des bébés chocolat, des bébés ressemblant à Einsauer, des bébés se retournant pour la première fois, des bébés attrapant leur hocher, des bébés mangeant leur première bouchée de véritable nourriture, des bébés accomplissant tous les gestes compliqués et nécessaires pour grandir pas à pas dans un monde turbulent et angoissant. Je percevais l'odeur du pabloum, du lait aigre, des couches sales, et je me suis senti triste et attendri. Comme cela semblait simple à toutes ces femmes autour de moi d'avoir des enfants. Pourquoi ne pouvais-je pas rêver de me dévouer comme Dodo Conway à une ribambelle d'enfants piaillant les uns après les autres? Si je devais m'occuper toute la journée d'un enfant, je deviendrais dingue. J'ai regardé le bébé sur les genoux de la femme qui me faisait face. Je n'avais pas la moindre idée de son âge. Autant que je me souvienne, il parlait à la vitesse de l'éclair, et derrière ses lèvres roses retroussées, il y avait bien une vingtaine de dents. Sa tête vacillait sur ses épaules, il ne semblait pas avoir de cou, et il m'observait avec sa mine platonique et avisée. La mère de ce bébé souriait continuellement. Elle tenait ce gosse comme si c'était la première merveille du monde. Je regardais la mère et l'enfant, et je recherchais des preuves tangibles de leur satisfaction mutuelle. Mais avant d'avoir trouvé quelque chose, le docteur m'a fait entrer. « Vous aimeriez donc avoir un diaphragme » a-t-il déclaré d'un air ravi. Et j'ai pensé avec soulagement que ce n'était pas le genre de médecin à poser des questions maladroites. J'avais caressé l'idée de lui raconter que j'allais épouser un marin dès que son bateau accosterait au quai de Charlestown, et que si je n'avais pas de bague de fiançailles, eh bien, c'était parce que nous étions trop pauvres. Mais au dernier moment, j'ai abandonné cette histoire attendrissante pour simplement répondre. Oui. Je suis monté sur la table d'examen en pensant « Je conquiers la liberté. Liberté. Je serai libéré de la peur, libéré du mariage avec un mauvais mari, comme Buddy Willard, uniquement à cause du sexe, libéré des institutions Florence Crittenden, où échouaient toutes les pauvres filles qui, comme moi, ont droit à la contraception. Comme moi, parce qu'elles recommenceront ce qu'elles ont déjà fait, malgré le prix payé. En rentrant à l'asile avec ma boîte emballée de vulgaires papiers Kraft posés sur les genoux, j'aurais pu être Madame Personne rentrant de la ville avec un Kugelhopf préparé par sa tante Germaine, ou bien avec un carton à chapeau de chez La Cave à Filène. Peu à peu, je me suis débarrassé de ma hantise que les catholiques ont des yeux à rayons X, et je me suis senti plus à l'aise. J'avais bien employé mon droit d'aller faire des courses. J'étais une femme indépendante. La deuxième étape, trouver un homme convenable.